Bienvenue en direct sur cette web TV. Nous avons pu avoir quelques images ce matin. C'était bien sympa d'avoir des images en direct, hein, notamment de la course masculine et de la course féminine. Et puis, évidemment, on va être tout au long de cette journée et de la soirée à vos côtés sur cette web TV. Alors, j'ai comme invité sur le plateau Marie-Noëlle Fleury. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente au sport à la communauté de communes de Chamonix, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, vous étiez tout à l'heure sur le terrain, je crois. Hein. Les premières impressions, la course devant, ça va très vite. Il faisait beau aussi, je pense, la météo était superbe. Oui, à l'heure où les premiers sont passés, il faisait nuit, hein, puisque le premier est passé donc vers 5h15. Avec un petit peu d'avance, hein, donc Luis Hernando, c'est ça? Oui, Ulysse, voilà. l'Espagnol. L'Espagnol. Et puis plusieurs grappes derrière de très forts, dont beaucoup ne s'arrêtaient pas. Et puis après, beaucoup de masse, des personnes qui étaient déjà un petit peu fatiguées. On était à 10 km et qui se demandaient un petit peu comment la suite allait se passer. Mais beaucoup de belles images dans les têtes des personnes qui y arrivaient et qui nous disaient que c'était vraiment magnifique, un paysage de rêve. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de coureurs. On est plus de 1500 quand même hein, sur cette course de 80. Et c'est vrai qu'il y a aussi la masse, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il faut parler de performance. Et quelle performance aujourd'hui? On va vous faire un petit résumé de la course qui s'est passée ce matin. Je vous rappelle, il y avait un départ à 4 h du matin. Alors là, on est sur le direct. Il faut savoir que beaucoup de coureurs sont passés à Valorcine et Luis Alberto Hernando est toujours en tête. Pas de surprise pour l'instant et pas de rebondissement. Il est passé à 9h52 et derrière, en deuxième position, François Daen, qui avait gagné l'an passé avec Michel Lannes, est en deuxième position à 10 minutes. 10 minutes derrière Luis Alberto Hernando et puis Mike Wolf juste en troisième position. Voilà, donc on remercie évidemment les moyens techniques avec le live trail, mais aussi les balises Nextstep. Alors voilà, en direct ce matin, nous étions sur cette ligne de départ du 80 km de ces courses du marathon du Mont Blanc. Je vous rappelle, 80 km qui fait partie du championnat du monde de skyrunning, format ultra. Donc un titre et Anna Frost, voilà, en pleine discussion. Ici, vous voyez, la tension monte. Vous avez déjà couru, Marie-Noëlle, ce genre d'épreuve? Non, pas du tout. Non, pas des petits crosses, mais rien de plus. Voilà. Mais aussi toujours cette pression quand même avant de partir, toujours l'incertitude. Quel que soit le départ de quelque compétition que ce soit, je pense que ça fait partie effectivement du ressenti de chacun. Voilà, parce que ce matin, je peux vous dire que les visages étaient tendus, ils savaient à quoi s'attendre. Voilà un Réunionnais ici, Yanis Laiwainten qui attend patiemment. Et puis 80 km quand même avec 6000 mètres de dénivelé positif. Philippe Reiter qui est en bonne position pour l'instant puisqu'il est 5e de la course, vous voyez. Il a l'air tout jeune, mais vous voyez. Et puis Xavier Thévenard malheureusement qui ce matin a abandonné. Très fatigué en ce moment et c'est vrai qu'il prépare le Grand Raid, donc il a d'autres échéances. Donc voilà François Daen qui est là actuellement en deuxième position, toujours le sourire, la fraîcheur et les féminines. Beaucoup de féminines aussi maintenant, ça se féminise le trail. Hein. Tout à fait, on a vu passer bien sûr dans les premières grappes les filles et de manière très régulière, il y en avait de plus en plus, c'est vrai. En grande forme, au milieu des hommes, sans voilà, souci. Le départ est donné à 4 h pile au son de l'église, donc aux cloches de l'église. Et puis vous voyez, ça part quand même très vite avec Mike Wolf, François Daen en tête, qui impose d'entrer le rythme avec Luis Alberto Hernando. Et puis ces Lucioles, je peux vous dire que je suis passé tout à l'heure voir le matin les Lucioles dans la montée du Brévent. C'était magnifique. C'est ce qui fait partie aussi de la magie du trail, c'est-à-dire on part très tôt, on n'a pas forcément la nuit à gérer, mais cette fatigue et puis la nuit aussi. La nuit, tout à fait. Là, c'est encore la nuit groupée. Parfois, ça ne l'est plus, donc c'est beaucoup plus dur avec la fatigue. Et puis là, effectivement, le lever du jour
voilà, qui ravit au-delà de la course les personnes qui participent. Ah, ils ont dû en prendre plein les yeux dans cette montée du Brévent, j'imagine, justement, on a vu ce matin le Mont Blanc qui se dessinait avec une superbe météo. Et puis 1500 coureurs quand même sur cette course de 80. Et puis beaucoup de nations représentées cette année. Tout à fait. Parmi ces 5 courses, puisqu'il y a 5 courses qui se déroulent sur ces 3 jours, de 20 à 40% d'étrangers, 70 nations représentées. Et donc 8000 participants, 20 000 candidats à l'inscription, mais 8000 seulement qui ont pu participer. Donc un très grand succès. Et on est ravis de la météo pour l'instant, en espérant que ça puisse tenir sur le week-end. Oui, c'est vrai qu'on parlait d'une météo peut-être capricieuse dimanche, mais il est vrai qu'on fait du trail running. Vous êtes évidemment confronté à ce genre de conditions météo, puisque aussi bien l'hiver qu'en été, l'été on subit aussi les orages. Mais les répercussions de cet événement sont intéressantes tout de même. En cette période de l'année, le trail running marche bien. Tout à fait. Je rappelle que le Cross du Mont Blanc, lui, la première année a été organisé en 1979 et que 2500 courses de trail maintenant sont régulièrement organisées en France. Et donc ce n'est pas par hasard, c'est une pratique de masse, c'est une pratique qui répond à une volonté de chacun de se mesurer, de se surpasser, qu'on soit coureur du dimanche ou compétiteur très professionnel. Et donc c'est tant mieux dans la dynamique globale sportive. Et sur Chamonix, on est très heureux d'avoir les 2 événements nationaux de réputation internationales majeures, qui sont donc les épreuves du marathon et celles de l'UTMB lors de la dernière semaine d'août. Voilà, donc beaucoup de retombées économiques bien sûr dans la vallée, et nous vivons du sport dans la vallée, nous vivons pour le sport. C'est un plus d'avoir ces championnats du monde de skyrunning. Vous pensez que c'est un plus d'avoir justement ces 3 épreuves cette année avec un plateau beaucoup plus international ? Voilà, mais comme vous le dites, le plateau est là, donc les vraies valeurs sportives sont ici, et c'est ça qui est intéressant. Il y a une concentration. L'événement skyrunning a fait déplacer effectivement les coureurs de très haut niveau, et donc c'est une course qui prend encore plus d'ampleur. Alors on voit à l'écran, vous voyez le parcours dessiné par nos webmasters derrière dans la régie, magnifique. Vous voyez, on voit le profil à droite et 6000 mètres de dénivelé quand même positif. Et il faut penser, on parle souvent de dénivelé positif, il y a aussi le négatif, c'est-à-dire que vous avez 6000 à monter, à gravir et 6000 aussi à descendre. Et ce n'est pas forcément le dénivelé positif qui va vous causer des problèmes. Si vous avez déjà pratiqué, vous le savez bien, ce sont les traumatismes en descente. Voilà, alors ça c'était ce matin, les images de l'hélicoptère qui a pu décoller puisque les conditions étaient bonnes. Et puis au-dessus du Brévent, voyez, vous pouvez commenter avec moi, pas de souci. Donc, vous y étiez d'ailleurs à Plan-Prat. Tout à fait. Moi, j'étais plutôt sur la descente. Là, c'est la montée. Voilà, ça, c'est la montée au Brévent. Donc, ils avaient quand même 1580 mètres de dénivelé positif en moins de 10 km. Donc, 9 km 500 exactement. Donc, imaginez déjà ce qu'on appelle un petit peu le hors-d'œuvre. Voilà, voir l'entrée, puisque Fred Bousseau, que je salue au passage, qui est sur le parcours, me disait c'est vraiment un gros menu. Et le Brévent faisait partie de l'entrée. Oui, tout à fait. On l'a senti lors du ravitaillement. Certains avaient presque fait leur taf au bout de 10 km et il en restait 70. Voilà, regardez, alors le Brévent, ce matin, aux environs de 5h30, voyez, et des passages, voyez, sur les névés, parce qu'il y a encore de la neige. On est quand même dans une vallée où on pratique beaucoup le ski, vous n'allez pas me contredire. Bien sûr, oui. Et donc encore de la neige, et on est aussi tributaire de ces conditions météo, assurer cette sécurité, de faire passer à certains endroits. Et on en parlait tout à l'heure ensemble, je crois, vous disiez que la course était un petit peu plus lente que prévu, évidemment, puisqu'on a eu des passages qui n'étaient pas effectués l'an passé sur le 80, et le col du Corbeau a été beaucoup plus délicat à passer. Voilà, oui, il y avait un horaire qui était prévu d'arriver autour de midi, et tout de suite il a été annoncé qu'il y aurait 1 heure de décalage. Et donc c'est vrai que cette modification en est sans doute la raison, puisque comme on a souligné qu'on avait le meilleur plateau, il n'y a pas d'autre explication au niveau de la météo. Donc voilà, c'est ce rajout. Alors là, on voyait justement tout ce peloton, et devant, on voyait aussi, on voit dans le top 10 qu'il y a de plus en plus de jeunes. Donc on a parlé de Xavier Thévenard qui a gagné l'UTMB à 25 ans.
ans. On a aussi Clément Petitjean qui est très jeune. On a un très jeune, on a un espoir qui est pour l'instant en 6e position, un Australien, Blake Oz, et qui est juste espoir, c'est-à-dire moins de 23 ans, hein, donc très jeune. Vous en pensez quoi? Est-ce que cet événement a des répercussions sur la jeunesse? Est-ce que ça a des influences sur la pratique justement estivale des jeunes dans la vallée? Bien sûr, tous ces parcours donc sont très prisés, hein, puisqu'ils sont référents pour nos jeunes. Nos jeunes aident tant en tant que bénévoles ou leur famille. Et donc, il y a une vraie passion pour ces événements au sein de la vallée. Et donc, de nombreux jeunes courent. On a maintenant une section alpinisme qui encadre des jeunes, avec les entraîneurs qu'on voit régulièrement dans les premières places. Donc, une réelle dynamique. Et puis, on a aussi beaucoup d'autres sportifs qui pratiquent en compétition loisirs ou au niveau d'autres sports et qui se mettent en reconversion un petit peu plus âgée. C'est la possibilité que donne le trail aussi sur cette discipline. Et donc de se mesurer à nouveau à soi-même sur d'autres disciplines. Et ça, c'est très agréable. Et vous avez certainement un effet Kilian, puisqu'on sait qu'il habite dans la vallée. Enfin, voilà, et des fois, parfois controversé parce qu'il fait de l'extrême de performance, il faut bien le signaler, qui n'est pas un extrême de masse. L'extrême de performance, ce sont des exploits réalisés par des gens extraordinaires. Mais il y a quand même un effet sur les jeunes, vous pensez ? Oui, Kilian, c'est une personne très agréable, hein, de contact, très humble, très sympathique. Vous l'avez signalé, il fait de l'extrême et donc ce n'est pas pour tout le monde. Comme tout début de discipline, peut-être qu'il y a un moment, il y a un choc par rapport à sa pratique et certains peuvent s'y tromper. De plus en plus maintenant, je pense que chacun va pouvoir mesurer dans quel cours il joue dans cette discipline. Oui, là, il est sur un trail alpinisme, on va dire, puisqu'il vient de réaliser un exploit sur le McKinley, donc un peu plus de 11 heures sur un petit peu plus en ski, on va dire, hein, et puis il va s'attaquer à des gros morceaux. Mais il est vrai que certainement la pratique a une influence sur la pratique de compétition, mais aussi de loisirs, hein. On le voit parce que aussi sur l'économie locale, je pense que ce soit sur les vêtements, sur la pratique en elle-même et sur éventuellement les stades de trail maintenant qui commencent à mûrir partout en France. Oui, alors ici dans la vallée de Chamonix, on a décliné, on va dire, le grand événement pour le plus grand nombre avec différentes formules. La vallée du trail depuis l'année dernière, avec cette année la maison du trail, c'est-à-dire conseillée par des sportifs de haut niveau, la possibilité à chacun de se mesurer dans des parcours de son niveau. Et puis même, en déclinant encore un petit peu plus, une découverte de la vallée en marche, itinérario, donc accompagnée avec du matériel donc, pour se diriger, Wi-Fi. Voilà. Vous parliez de matériel, là on a vu, il y avait un petit point Suunto, puisqu'on fait un point aussi avec nos partenaires. Vous savez, ces montres GPS qui vous donnent des points aussi intéressants, notamment sur les valeurs cardiaques, mais aussi sur le kilométrage, le dénivelé. Donc on a fait un petit point à mi-parcours et on le voit, vous voyez, Luis Alberto Hernando, à mi-parcours à peu près, hein, un petit peu moins, et a fait 4h54-58, mais c'est surtout la vitesse moyenne. Vous voyez, 9,5 km/h, ça va quand même très vite sur ce genre de profil où il y a beaucoup de dénivelé, hein. Oui, ce coureur est vraiment très impressionnant. Il est passé avec beaucoup d'avance déjà au Brévent, à Plan-Pras. Il est toujours en tête, très à l'aise, très serein. Vraiment un ton au-dessus. Impressionnant vu le plateau. Et on a deux têtes d'affiche. Il est vraiment dans sa bonne journée, là, je pense. On a deux têtes d'affiche puisqu'on a Luis Alberto Hernando en tête chez les hommes, mais aussi Emily Forsberg. On sait la compagne de Kilian qui vient aussi ici se parfaire et qui doit bien connaître le parcours. Bien sûr, oui, tout à fait. On l'a vu aussi. Donc, elle ne s'est pas arrêtée au ravitaillement. Elle est partie directement. Très à l'aise également. Il y avait Anna Frost qui n'était pas très loin derrière. Tout à fait. On va les voir de toute façon au ravito. Je crois qu'on a des images à la régie, on me signale. Donc, et c'est vrai que Emily, un petit peu là-bas, est en bagarre évidemment avec Anna Frost, puisque Emily, elle descend très très bien. Anna Frost monte très bien. Regarde. Alors là, on voit les images de Luis Alberto ce matin au col du Passé. Vous voyez, donc on vous donnait le point Suunto tout à l'heure. Donc voilà, il est passé en 4h54 à 9,5 km/h. Il a l'air très à l'aise, hein, très très à l'aise. Tout à fait, oui. Donc vous voyez, passage quand même technique, cette partie
est nouvelle, hein, avec le col du Corbeau, le passé. Et puis en altitude aussi, hein, faut signaler qu'on est quand même monté à plus de 2400, on est monté même à 2600. Vous pensez que l'altitude, ça a des effets sur les populations qui viennent, par exemple, de la région parisienne ou de régions un peu plates, ils ont... A priori, s'ils viennent dans la vallée de Chamonix, ils se doutent, j'imagine, qu'il y a un petit peu d'altitude. Donc, c'est vrai qu'il y a une accession facilitée de par l'organisation de la course. Peut-être que ces personnes également skient, donc ça connaissent un petit peu les effets. Forcément, on est un petit peu plus fatigué si on n'est pas en altitude en permanence. Maintenant, lorsque le temps est comme aujourd'hui, il n'y a pas trop de problème. C'est plus facile pour poursuivre sa course. Alors, on parlait justement de compétition, puis vous nous parliez tout à l'heure un petit peu de la pratique loisir. Vous pensez que faire 80 km, il n'y a pas des impacts sur la santé? Alors, est-ce qu'il faut être suivi? Est-ce que vous pensez que c'est bien aussi pour des athlètes loisirs de faire 80 km régulièrement et des longues distances régulièrement? Alors moi, je ne suis pas médecin, donc je ne m'avancerai pas par rapport à ce que vous me demandez. Je pense que les personnes qui se présentent pour le 80 km, si elles ne l'ont pas déjà fait, ont déjà au moins fait 50, au moins un marathon. Et donc, on ne se lance pas du jour au lendemain comme ça dans un 80. Voilà. Après, c'est à chacun de se connaître. Et c'est vrai qu'il y a différentes pratiques entre la pratique régulière et puis la pratique exceptionnelle. Et donc là, parfois, on s'en remet plus difficilement. C'est à chacun de se faire suivre au niveau de sa santé de manière régulière. C'est le conseil qu'on peut donner. Oui, parce que les premiers sont pratiquement professionnels, on va dire, notamment, on le voit par rapport à Kylian, ou par rapport à Luis Alberto Hernando, ou Emily, ou Forsberg, ou Anna Frost, ne font que cette pratique. Donc, quand vous avez aussi une vie de famille, une vie professionnelle, voilà, il faut aussi le faire. On parle souvent du plaisir en courant. Vous pensez que c'est essentiel de ce mot? Oui. Effectivement, lorsqu'on sait qu'on va avoir une épreuve, on dit au moins fais-toi plaisir. Voilà. C'est en fait reprendre pour soi-même le bénéfice de se surmonter, se mettre à l'épreuve. Donc, évidemment, suivant chaque niveau. Ici, au-delà de ce plaisir pour soi-même, il y a le plaisir du groupe, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait une course avec Kilian Jornet, et alors qu'on est un coureur du dimanche. Et, ils prennent du plaisir aussi, regardez, vous voyez, le passage de François Daen et de Mike Wolf. Et on voit que... Ils se baladent, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Certains vont souffrir ici tout à l'heure dans 1 ou 2 heures, et puis eux... une économie de course, ils ont une certaine facilité, mais il faut savoir qu'ils pratiquent aussi 15 heures, 20 heures, 25, voire 30 heures par semaine, donc c'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait, oui, c'est pas du tout les mêmes conditions. Je trouve même que certaines personnes qui pratiquent très peu et qui prennent un départ d'une telle course de 80, c'est assez exceptionnel. La notion de plaisir, forcément, on la voit moins, mais c'est le plaisir du cadre, c'est le plaisir des personnes avec qui on court et de se surpasser. Oui, mais je crois qu'aussi, il faut le signaler, et puis vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a 5 courses. Hein. Oui. Donc on peut aussi choisir le format. Exactement. Ça laisse cette latitude-là entre le cross, le marathon, le kilomètre vertical, le 80 et le 10 km, bien sûr, plus accessible, et qui est un bon début déjà pour se mesurer. Alors vous connaissez le milieu du ski, évidemment. Alors les skieurs... se mettre sur ce genre de profil. Je pense notamment au kilomètre vertical, par exemple, parce que c'est similaire au ski alpinisme, on va dire. Oui. Donc, oui, les skieurs alpins s'y mettent. Je sais que des skieurs alpins de compétition de niveau régional vont prendre le départ tout à l'heure, qu'ils soient skieurs alpins ou fondeurs. Après, la pratique de trail est plus proche de l'activité qu'a eu un fondeur, mais certains autres skieurs ayant pratiqué d'autres spécificités pratiquent également. Tout le monde se retrouve autour de la course à pied. Comme vous l'avez signalé, on peut la pratiquer très jeune et on peut la pratiquer plus âgé. Donc, c'est ça qui est très sympathique, c'est la possibilité d'y aller, quel que soit son niveau, quel que soit son objectif et quelle que soit sa vie sportive précédente. Là, on voit donc le passage d'Anna Frost tout à l'heure au col du Passé. Donc, on avait un point Sunto chez les hommes, certainement qu'on va avoir un point Sunto tout à l'heure chez les femmes. Donc, avec
une vitesse, je crois. Ah non, c'est Emily Forsberg. Elles se ressemblent, hein, elles ont la même tenue. Emily Forsberg qui nous vient de Suède, mais qui est souvent dans les Alpes hein, et qui a l'habitude de ces sentiers, qui connaît bien le parcours. Et à mi-parcours, elle était à 7,7 km/h. Donc vous voyez, à environ un peu moins de 2 km/h, moins vite que Luis Alberto Hernando. C'est exceptionnel, hein, c'est vraiment très... Alors on ne se représente pas, mais c'est vrai que entre 7 et 9 km/h, il faut savoir que vous avez quand même la vision en 3 dimensions. Hein. Vous voyez bien. Le côté technique, la pose de pied, aussi la montée, aussi bien en montée qu'en descente. Et que la montée est très traumatisante, on ne le voit pas ici, mais on aura certainement des images d'hélico. Voilà le passage d'Anna Frost qui était à 10 minutes. Elle a concédé du terrain sur Emily Forsberg. Elle avait pris 2 minutes dans la montée du Corbeau, dans cette difficile montée du Corbeau. Elle avait repris du terrain. On s'est dit, elle va rattraper, on va avoir un duel entre elles. Alors, duel ou duo, on n'en est pas loin parce qu'elles sont amies. Et en fait, elle a concédé quelques minutes dans la descente au col du Passé. Vous voyez, alors, le matériel a évolué, on le voit bien. Hein, vous voyez, ce sont plus les camelbacks qu'on a autrefois ou les gros sacs. Oui, ce matin, on nous faisait remplir effectivement toutes les petites gourdes. Voilà, c'est plus du tout comme avant. C'est bien, on court plus léger, on est plus à l'aise, on est moins gêné par du matériel encombrant. Voilà, le matériel s'est adapté. Beaucoup de progression, bien sûr, à ce niveau-là. Hein. Et puis, c'est vrai que les coureurs en profitent. Donc, tant mieux. Bah écoutez, Madame Fleury, on vous remercie d'être venue sur ce plateau ce matin, puis nous donner des conseils avisés aussi sur justement tout ce que vous voyez au niveau du trail running, parce que c'est très intéressant aussi d'avoir d'autres avis que des purs spécialistes. Donc on vous remercie d'être passé, puis on va laisser une petite page de pub en vous remerciant beaucoup et on vous dit à bientôt. Grand merci à vous. Merci. Merci.